Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo. C'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un triathlète, le premier sur... alors, oui, il y avait quand même Eric Clavry qui avait une carrière de triathlète avant, mais là, vraiment un triathlète longue distance. Goulven Tristan. Salut Goulven, comment vas-tu? Salut Pierre, impeccable, merci de me recevoir sur ton plateau. Ah, alors un plateau, j'aimerais bien, mais presque, Pour ce presque. podcast. Ouais, ouais, non, j'aimerais bien avoir un plateau. Mais ouais, bah merci d'être dans le podcast. Comme je disais, vraiment, premier triathlète que j'interviewe où on va vraiment parler de triathlon pour le coup, effort très longue distance. Et pour te présenter très succinctement, toi, Goulven, tu fais du triathlon Ironman, mais pas que, du DK Ironman. Alors, je t'avoue que j'ai découvert la discipline en te découvrant toi aussi. Donc, DK, j'ai essayé de compter dans ma petite tête, hein. Je me suis dit, DK, ça doit faire 10, mais ça fait beaucoup. On est C'est d'accord? beaucoup. Ouais, ça fait C'est beaucoup. ça, c'est ça. Donc en fait, rapidement, donc moi c'est Goulven Tristan comme tu l'as présenté, 44 ans, papa de deux enfants. Et pour en revenir donc, du coup sur le triathlon, donc en fait moi je suis dans l'ultra triathlon, comme il existe le trail et l'ultra trail, il existe le triathlon et l'ultra triathlon. Et en fait l'ultra triathlon, donc c'est quoi? C'est vrai que c'est méconnu du grand public, même s'il y a de plus en plus de visibilité sur cette discipline. Mais en fait en triathlon, la plus longue distance, c'est avec le triathlon longue distance qui va se terminer par le Graal, ce qu'on appelle l'Ironman, Hmm. la distance Ironman. Et en fait l'ultra triathlon commence au double Ironman. Donc, il y a différents formats. Le plus petit format, donc, c'est le double Ironman. Donc, 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et deux marathons d'affilée. On reprend toujours, en fait, les distances de l'Ironman avec des coefficients différents. Et donc, il y a le double Ironman, triple Ironman, quintuple Ironman, DK Ironman, double DK Ironman, triple DK Ironman. Donc là, je cite toutes les courses, tous les Ah formats oui, que, double DK, triple DK. Donc, ouais, ouais, on peut passer un mois à courir, quoi. Enfin, à faire du triathlon, quoi, là, à peu près. Ouais, le double DK, je l'ai fait en 2000, je l'ai remporté en 2023 en Suisse. Le triple DK, je l'ai également fait et remporté en 2024 en Italie. Et depuis peu, la Fédération internationale d'ultra triathlon a mis au programme aussi un quadruple DK Ironman et un quintuple DK Ironman, qui n'ont pas encore été, qui ont été proposés, mais qui n'ont pas encore forcément trouvé d'athlètes. Mais je pense que cette année ou l'année prochaine, c'est double Ironman, triple Ironman, quintuple DK. Et double DK, triple DK, on voit ces courses-là tous les 2 3 ans. Ok, ouais, effectivement. Ok, ouais, c'est quand même un gros morceau, donc c'est pour ça que ça m'a fait plaisir que tu répondes à ma demande, parce que évidemment, déjà quand on parle de longue distance, on a l'habitude de parler de trail, d'ultra trail, 80, 100 km, 180, 170 km. J'ai récemment eu Steven Le Yarrick, donc là on partait aussi déjà sur des distances encore plus longues sur du vélo cette fois. Donc là, il y a quand même pas mal de questions qui me viennent. On va peut-être pas toutes les faire dans l'ordre, hein, on verra comment ça part. Mais déjà pour... Donc toi, tu as dit tu as 44 ans, c'est ça. 44 ans, tu as un passé. Alors on va pas refaire toute ton histoire parce que c'est vraiment comme tu m'as dit en préparant le podcast, un peu des montagnes russes. Il y a énormément de choses à dire que tu as déjà dit dans pas mal de podcasts. Donc je laisserai les auditeurs se diriger vers les podcasts que tu as déjà fait pour ça. Et là, j'aimerais vraiment qu'on creuse la motivation, justement, la motivation et ce qui se passe dans le mental quand on fait 10 Ironman d'affilée. Alors, déjà, en termes comment dire, de préparation mentale, tu as déjà des bases, justement. Tu as découvert ça il y a quelques années et dis-nous un petit peu comment ça s'est fait. À quel moment tu t'es dit ça pouvait être utile? Est-ce que c'était un besoin précis? Est-ce que c'était quelque chose qui t'intriguait tout simplement? Ouais, alors préparation mentale, j'en fais énormément. Alors, comme je te le disais, donc je suis diplômé aussi, je suis certifié préparateur mental depuis 5 ou 6 ans.
Mais de la préparation, j'ai pas attendu d'être certifié préparateur mental pour faire de la préparation mentale, parce que c'est quelque chose que tout le monde peut exercer depuis chez lui. Et moi, j'en ai toujours fait indirectement, sans forcément savoir que c'était lié à de la préparation mentale. Mais moi, les exercices que je pratique le plus, alors si je reviens beaucoup plus en arrière, moi, j'ai gardé une certaine insouciance et je suis un grand rêveur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rapidement identifié chez moi. Et le fait d'être un grand rêveur, bah après, rêver pour ne pas réaliser ses rêves, enfin moi, ça a pas de sens. Donc, c'est plein de petites choses que j'ai identifiées depuis mon enfance depuis mon parcours où j'ai fait beaucoup de retours en arrière pour voir un peu comment j'évoluais, comment j'étais confronté à tel ou tel événement et tout ça. Donc, il y a moi, en fait, je ne sais pas que je m'isole beaucoup, mais je passe beaucoup de temps avec moi-même pour apprendre à me connaître et observer un peu cette société, observer comment évolue le monde. Et ça me permet d'en apprendre beaucoup plus sur moi, de savoir ce qui me convient, ce qui me convient pas, de quelle manière réagir dans telle ou telle situation. Donc ça, c'est des gros exercices que je fais au quotidien, mais sans me dire, aujourd'hui, il faut que je fasse tel ou tel exercice. C'est des choses qui sont naturellement. Voilà, Mhm. c'est des choses que je peux faire en travaillant. Bah, tiens, je suis un peu fatigué, je vais me prendre une pause de 5-10 minutes. Et là, naturellement, je me mets à visualiser ou à réfléchir sur un sujet qui me vient, mais ça vient naturellement. C'est pas des choses que je planifie à l'avance, mais des exercices que je fais régulièrement, c'est la visualisation. Voilà, je visualise énormément parce que ça me fait du bien en fait. Ça me permet de m'évader, de rêver, de voir peut-être une version de Goulven que je voudrais obtenir, qui me fait rêver, qui me donne envie. Et à partir de là, j'essaye de trouver des solutions pour me rapprocher de cette version de Goulven que j'ai vu, que j'ai visualisé par rapport à ce que Goulven aime, par rapport à ce qu'il aime pas, par rapport à ses qualités, ses défauts. Et j'essaye de trouver la voie la plus propice à mes qualités, mes défauts et ce qui m'animerait. Donc ça, c'est des choses que je fais quotidiennement. Je fais tout le temps en musique, donc moi c'est pas forcément quelque chose que je fais enfin, je peux le faire dans le calme, comme je le fais aussi beaucoup en musique. Quand je cours, quand je sors courir, moi j'ai toujours automatiquement de la musique avec moi. C'est quelque chose qui me motive, qui me fait du bien. Et dès que je sors courir, je me mets en mode visualisation. Pareil, dès que je suis en voiture ou je vais faire les courses ou je vais accompagner mes gamins ou quoi que ce soit, première chose que je fais, je mets le contact et je mets la musique. Et je me mets aussi un petit peu en mode visualisation. Et ouais, ça me permet de programmer ma future saison, programmer de futures courses, de penser à ces courses une fois que je suis inscrit, pour voir un peu, pour me projeter déjà dans cette course, sur les difficultés de la course. Mais c'est pas uniquement la course, c'est tout l'écosystème de la course. Ça va être les ravitaillements, la logistique, les vêtements à prendre, à ne pas oublier, de quelle manière améliorer la partie vélo, le confort sur le vélo, la partie course à pied. Enfin, je visualise tout ce que je peux visualiser pour Ok. justement aujourd'hui ne pas être surpris et que la course se déroule de la même manière que j'ai pu la visualiser. Ouais, c'est hyper intéressant déjà tout ce que tu nous apportes. Tu as commencé ton propos en disant que bah voilà, c'était un rêve et que toi, tu t'essayais de justement de jauger ce qui était possible de faire entre ton rêve, ce qui te faisait rêver, qu'est-ce que tu voudrais être dans tes rêves, entre guillemets, et qu'est-ce que tu peux faire pour t'en rapprocher. C'est pas évident parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent se perdre justement dans les rêves. On rêve et puis on se rend compte que la réalité est peut-être trop brutale pour certains ou trop, voilà, le rêve est un peu trop éloigné, donc ça fait mal. Toi, avant d'arriver sur DK Ironman, donc bon, ce qui te fait rêver, on imagine, c'est de repousser, tu vas nous dire tout ça, mais de repousser tes limites toujours, toujours, toujours. T'as dû rêver d'un Ironman, au moins un, au début, tu Ouais, vois. bien sûr, c'était en 2011. Ok. 2011 en fait, moi, sans rentrer dans les détails, moi, je viens du trail et de l'ultra trail. Donc, moi, je suis un coureur de base. Je suis pas du tout nageur, je suis pas du tout cycliste. En 2011, je sais nager vulgairement la brasse, et j'insiste sur le mot vulgairement la brasse, et j'ai jamais nagé plus de 200 ou 300 mètres. Sauf que, voilà, je découvre le trail, l'ultra trail, et en fait, rapidement, je comprends que c'est vraiment la longue distance qui m'attire. Donc, en fait, je saute un peu les étapes, on va dire. Enfin, j'avance rapidement dans le trail, où je commence par le trail des Templiers, 68 km en 2007. 2008, je fais la CCC, 98 km à Chamonix, Courmayeur Chamonix. Et l'année suivante, en 2009, j'obtiens tous les points qu'il faut pour faire l'UTMB. Donc tout Mm. ça, ça s'est fait en discutant, en échangeant, en apprenant. Parce que moi, en 2007, quand j'ai mon premier trail, je connais rien à ce milieu, je connais absolument rien.
Et comme je suis dans l'échange, comme je suis admiratif de toutes les performances que peuvent faire les uns et les autres, bah, je me renseigne, je bois les paroles de tout le monde. J'arrive à la CCC 2008, donc 2009 UTMB. Je termine l'UTMB en 2009. 2010, bah, je commence aussi à me fixer quelques objectifs. En 2009, les objectifs, c'est vraiment d'être finisher, de prendre du plaisir, de s'éclater. Mais j'ai pas cet état d'esprit de compétiteur, de me dire, tiens, faut que je fasse faut que j'arrive dans telle ou telle, à telle ou telle place, que je fasse tel ou tel chrono. Moi, c'est finir, prendre du plaisir, donner le meilleur de moi-même et je serais très content. Donc, 2010, je me réinscris à l'UTMB bah, pour améliorer mon chrono de 2009. Sauf qu'en 2010, il y a un éboulement de terrain, la course est arrêtée au 20e kilomètre et bah, je suis pas fini de l'UTMB. En 2011, je veux refaire l'UTMB, sauf qu'en 2011, bah, j'ai vent en fait d'un autre trail, donc ça va être la deuxième édition, le Tour des Géants. Il n'y avait pas la certitude enfin, ils n'avaient pas la certitude de refaire une deuxième édition. Et en fait, c'est un Belge que je rencontre sur Internet, je vois ses paroles, tout ça. Il me dit, ah, j'ai fait la première édition, le Tour des Géants, c'est génial. Bon, ok, peut-être, moi, je n'ai jamais entendu parler de ton Tour des Géants. Je me renseigne et waouh, je vois ça. 130 km, 24 000 mètres de dénivelé positif, hein, deux fois l'UTMB ou deux fois encore la Diagonale des Fous. Je fais, mais c'est un truc de déglingo ton truc. Et je fais, vas-y, go, j'y vais. Hein. Donc il me confirme qu'il y a bien une deuxième édition. Je suis premier, je fais partie des premiers inscrits. À cette époque-là, il n'y avait pas de tirage au sort, pas de points, pas de tout ça. C'était premier inscrit, premier qui avait son dossard. À l'ouverture des inscriptions, j'ai mon dossard. Ouais, je suis super content. Donc je fais le Tour des gens en 2011. Je le termine laborieusement, mais je le termine. Et à partir de là, bah, je commence à avoir une certaine expérience en ultra trail et j'ai envie bah, de commencer à me professionnaliser, à aller chercher peut-être des meilleurs classements. Enfin, je commence vraiment à être attiré par les chronos des premiers. Voilà, sans prétendre faire les mêmes chronos que eux peuvent faire, mais il y a un petit truc, je me dis, tiens, j'ai envie de me challenger, de me rapprocher un peu et voir, donc, du coup aussi modifier toute ma préparation, alimentation, entraînement et tout. Donc je commence petit à petit dans mon état d'esprit, il y a un truc qui commence à se mettre en place, sauf que bah, j'arrive plus hors le dossard. 2012, je veux refaire le Tour des Géants, mais Mhm. cette fois-ci, il y a le troisième édition du Tour des Géants, bah, ça y est, il a Mhm. explosé Mhm. aux oreilles de tout le monde et bah, plus possible premier dossard. Et là, c'est tirage au sort. Je suis pas tiré au sort. Et UTMB, pareil, je suis pas tiré au sort. Enfin, j'arrive plus à m'inscrire sur les courses qui m'ont fait rêver. Et du coup, bah, il y a une grosse frustration qui s'installe dans le monde de l'ultra trail. Mais comme je suis quelqu'un qui part dans tous les sens sur Internet, auprès de tous les sportifs, moi, tout le monde m'impressionne. Et là, je découvre, alors, je ne sais plus de quelle manière ça arrive à mes oreilles, mais j'entends pour la première fois en début 2013, fin 2012, début 2013, le mot double Ironman. Double Ironman, je me dis, non, il n'y a quand même pas un couillon qui a créé un double Ironman. Déjà, un Ironman, Ouais, c'est clair. c'est juste un truc de fou, double Ironman, mais je me dis, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je me mets à chercher. Je cherche sur Internet et pendant ouais, plusieurs semaines, voire même peut-être quelques mois, et je trouve absolument rien. Bon, à l'époque, Internet n'était pas aussi Ouais. développé qu'aujourd'hui. Mhm. Et en fait, je tombe sur un triple Ironman, le triple Ironman de Lenzane en Allemagne. Et je fais, mais là, ça me fait pas rêver. Je vois les distances, 11 km 4 de nage, 540 km de vélo, 3 marathons d'affilée, 126,6 km de course à pied. Et là, je fais le premier, enfin, je ferme la fenêtre, j'en prends note, mais je fais, non, c'est C'est n'importe quoi. trop. C'est trop. C'est trop et c'est pas ce que je recherche. La marche était beaucoup plus haute et ça me faisait trop haute et ça me faisait pas forcément rêver. Sauf que lui, mon esprit, donc là, on fait un parallèle un peu avec la préparation mentale. Dans la vie, moi, j'avance toujours avec mon esprit. Mon esprit, lui, il va partout. Lui, il va prendre des informations tous les jours. C'est un électron libre. Mon esprit, il prend des informations de tout le monde. Il me les ramène. Et ensuite, moi, je fais une sélection avec lui. Sauf que lui, mon esprit, bah, il a vu que le triple Ironman, c'était une compétition qui existait. C'était peut-être la 20e fois ou 25e année que cette compétition existait. Donc, par mon esprit, lui, il en a déduit que c'était pas une compétition qui venait d'être inventée, que c'était du sérieux, qu'il y avait entre 50 et 60 athlètes qui faisaient ça tous les ans. Donc, mon esprit, il m'a dit, plus il est venu, comme mon esprit me connaît très bien, il est revenu régulièrement à la charge en me disant, bah, attends, CCC, UTMB, Tour des Géants, toi, tu rêves de voir grand, tu as toujours une grande vision.
Donc là, on est pile poil dedans, là, On triple est Ironman. dedans, quoi. Ça devrait te plaire. Et ça devrait te plaire. Bah non, me la mets pas à l'envers, quoi. On a trouvé ça, faut y Ouais, c'est aller. ça. Un peu comme tu dis, fais pas semblant, quoi. Tu l'as vu le truc, fais pas semblant de pas Ouais, l'avoir vu, fais quoi. pas semblant, lui tourne pas le dos. Et alors, ce Excellent. process, ça prend plusieurs mois, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ce cheminement, il se fait en plusieurs mois. Et à un moment donné, bah, comme je suis quelqu'un de curieux, ouais, bah, j'y retourne sur cette page. J'y retourne et je commence à me renseigner, je commence à comprendre ce qu'est l'ultra triathlon, voilà, et à un moment donné, et je vois les prix qui sont relativement raisonnables, parce que l'inscription, je crois que c'était 600 euros, enfin entre 5 et 600 euros. Donc ça reste cher, mais ça reste le prix d'un Ironman. Donc c'est pas non plus 3 fois le prix. Et je fais dans ma tête le même cheminement qu'à Nice. Je fais finisher d'un triple Ironman. Je fais ça, ça fait beau gosse quand même. Ça fait beau gosse sur le CV. Donc là, il y a l'ego qui rentre un petit peu en jeu, même si j'ai pas un énorme ego, mais l'ego, c'est quand même important d'en avoir et de le développer. Déjà, quand j'avais été finisher de l'Ironman de Nice, c'était juste un truc de psychopathe. Finisher de l'Ironman de Nice en 2011, on n'était pas nombreux à être finisher d'un Ironman. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça ne courait pas les rues comme ça peut courir aujourd'hui. Et là, je me dis, finisher d'un triple Ironman, je fais là, Alain Bouvel, là, tu serais presque unique, quoi. C'est magique. Et je prends la décision de m'inscrire. Là, je prends la décision et je me retrouve dans le même cheminement que mon inscription à l'Ironman de Nice. C'est-à-dire que quand je clique sur le bouton, bah, paiement validé, c'est la boule au ventre, j'en ai mal au ventre, mais vraiment mal au ventre. Et avec le temps, je comprendrai que ce mal de ventre, en fait, bah, il m'indiquait juste que j'étais sur la bonne voie, hein. Comme on dit, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Et là, je peux t'assurer qu'en 2011, l'Ironman de Nice, j'en avais la boule au ventre. Et 2014, le triple Ironman de Lenzane, j'en ai la boule au ventre. Alors, entre-temps, je sais nager le crawl. Je nage vulgairement la brasse, maintenant je nage vulgairement le crawl. Mais je dis, voilà, on va y aller, on va y aller, on va aller à Lenzane en Allemagne et on va faire ce premier triple Ironman. Énorme. Ouais, en plus, tu l'as pas dit parce que justement, je voulais qu'on avance sur le truc, mais moi, je vais le dire. Quand t'es arrivé sur l'Ironman, toi, ta manière de faire est vraiment marrante et ça casse les codes aussi. Les codes sont aussi faits de temps en temps pour être cassés. De comment se lancer. Il y a d'autres personnes qui le disent, notamment un célèbre casquette verte qui a un peu la philosophie de dire, bah, pour faire la diagonale des fous, bah, il suffit de s'inscrire. Et ensuite, tu mets le process. Et là, ce que tu as fait pour l'Ironman, comme tu me l'avais expliqué en off, tu t'inscris, tu sais pas nager, enfin, tu nages le crawl difficilement. Et qu'est-ce que tu Ouais, vas faire? Juste pour valider, tu regardes le deadline. temps, la barrière horaire de la natation sur Ironman, tu vas à la piscine, tu fais 3800 mètres, et tu te rends compte que tu les rentres dans la barrière horaire. Ok, ça te suffit, tu t'arrêtes là. Ensuite, tu vas faire le vélo, tu fais la même chose. Tu vois que tu peux les rentrer dans la barrière horaire. Alors, donc, barrière horaire, pour ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas ce que c'est le temps imparti maximum pour la discipline en question. Et tu la passes aussi, donc pour toi, ça te suffit. Donc à partir de là, tu te dis, bon écoute, je fais la nage, je fais le vélo, la course à pied, tu as un passif de coureur trail, donc tu te dis, ça va le faire, et banco, t'y vas. Donc c'est aussi simple que ça, quelque part. Et c'est ça qui est aussi assez rigolo. Donc ouais, ouais, je préfère. C'est une belle manière, d'où la boule au ventre aussi. Ça explique que tu vas te mettre, à chaque fois que tu vas t'inscrire à un endroit, tu vas te mettre dans une vraie, comment dire, dans un inconfort complet. Tout à fait, complètement. Ouais. Ok, et du coup, bon, Je termine, ouais, je le termine en 50 heures. ouais, Donc, j'arrive, tu tombes amoureux du truc, le DK Ironman, là, ou ah oui. Alors là, c'est un triple le Ironman. trip, pardon, excuse-moi, ouais. Là, c'est un triple Ironman. Et en fait, pour faire simple, donc en fait, à cette compétition, je m'aperçois que ce triple Ironman, en fait, là où j'arrive, enfin, où j'ai tout à découvrir, en fait, de l'ultra triathlon, mais j'arrive, en fait, et il y a un autre Français, que je suis content, avec lequel je peux échanger longuement, qui lui a déjà une expérience en ultra triathlon. Et en fait, il m'a dit que cette compétition fait partie de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Donc en fait, là, je découvre à ce moment-là, en 2014, qu'il existe un circuit mondial en ultra triathlon. Et lui m'a dit qu'après ce triple Ironman, un mois après, il part en Slovénie faire un double Ironman. Donc ce double Ironman que j'ai cherché pendant longtemps, il existait bien, mais il était en Slovénie. Et quand je rentre chez moi, en fait, je me fais, mais ce sport, en fait, il est fait pour moi, ce sport. Il est pour moi, ce sport. Et de suite, je retourne Internet dans tous les sens, que cette fois-ci, j'ai obtenu le bon lien URL
qui m'amène directement sur la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Alors le site était vraiment très spartiate par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, mais là cette fois-ci j'avais toutes les informations. Et là je me projette directement en 2015. Je fais là en 2015. Je vois qu'en 2015, il y a le programme qui est déjà en place, il y a des doubles Ironman, des triples, il y a un quintuple, et il y a un DK Ironman, mais en format un Ironman par jour pendant 10 jours. Et là, dans ma tête, on est encore fin 2014, mais je me dis en 2015, il faut que je fasse toute la saison complète, parce que j'ai envie de voir, quoi, de voir de quoi je suis capable, de quoi est capable mon corps, mon mental. Hein, pour moi, c'est fantastique pour pouvoir tester tout ça. Et en 2015, je fais ma première saison complète en Coupe du Monde du triathlon. Et donc d'ultra sur la distance? Donc là, il y a plusieurs, je dois faire à peu près 7 ou 6 compétitions d'ultra triathlon en 2015 à travers des double Ironman, triple Ironman. Donc je fais peut-être un ou deux double Ironman, deux ou trois triple Ironman, et je fais un quintuple Ironman et un déca Ironman. Je termine toutes mes courses, certaines laborieusement comme le DK Ironman que je fais au Mexique. Et je finis premier français, parce qu'il faut savoir qu'à la fin de chaque saison, il y a un classement mondial, et je finis premier français et septième mondial. Et là, je fais un truc de ouf. Et je me dis, bah, 2016, on va remettre ça, on va remettre le couvert, mais cette fois-ci, maintenant que j'ai fait une saison complète, bah, je vais améliorer bah, tout ce qui n'a pas été en 2015. Je vais améliorer bah, tous les problèmes que j'ai rencontrés sur le plan logistique, sur le plan nutritionnel, et je vais m'entraîner autrement pour commencer cette fois-ci à performer et aller chercher ce titre mondial dès 2016. Et fin 2016, Ok. après avoir enchaîné, je crois, l'équivalent de 33 ou 36 distances à Ironman, toujours pareil à travers des doubles Ironman, triple Ironman. Et la plus grosse compétition que je fais en 2016, je fais mon premier double DK Ironman, toujours en format un Ironman par jour pendant 20 jours. Donc je termine cette course en Suisse à la troisième place. Et par rapport au nombre de courses que j'ai fait, au nombre de points et aux différents podiums que j'ai fait, de justesse, je décroche mon premier titre mondial en 2016 en ultra triathlon. Ah ouais, tout, ouais, super. Mais ce qui est, c'est impressionnant. On a coutume de dire dans le sport d'endurance que ce sont les triathlètes qui chargent le plus en termes de charge d'entraînement, parce que bah, il y a trois sports et trois sports qui demandent énormément de trois sports d'endurance, qui demandent chacun de développer des capacités qui sont pas forcément transférables. Enfin, en tout cas, pas en ce qui concerne la natation. Et ce qui est dingue, c'est que tu sois piqué par ça aussi vite. Quel est, ou quels sont plutôt les axes d'amélioration, enfin, ou plutôt les problématiques majeures, on va dire, je vais parler mentalement, mais quand même, les deux sont liés, parce que si tu n'analyses pas, si tu sais pas analyser ta course, tu peux pas t'améliorer. Mais ça a été quoi les premiers axes où tu t'es dit, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je travaille là-dessus? Comment ça s'est passé déjà mentalement sur tes découvertes ou sur ton première année de circuit là? Comment tu t'es dit, je vais revenir plus fort? Qu'est-ce que je mets en place? Ça a été quoi? Bon, peut-être il y en a eu beaucoup, j'imagine, mais les majeurs. Il y en a eu un surtout. Il y en a surtout eu un, c'est un signe du destin qui s'est mis sur ma route. Mais moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup de choses sur ma vie, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très critique envers moi-même. Je n'ai pas peur de la critique, moi. Absolument pas. Et en fait, on doit être fin 2016, ou vraiment tout début, non, on est fin 2015, ou tout début 2016. Et en fait, malgré les améliorations que je veux mettre déjà sur ma préparation physique, je m'aperçois que grosso modo, je m'entraîne sensiblement pareil. Et parce qu'en fait, moi, j'adore courir, mais le vélo, je sais que mon plus gros péché, c'est surtout le vélo. C'est là où je peux gagner énormément de temps. Mais je fais pas grand-chose en fait, je mets pas grand-chose en place pour faire plus de vélo. À chaque fois que je fais un entraînement, c'est souvent les mêmes entraînements qui reviennent, c'est la course à pied. Et en fait, là, il y a un signe du destin monstrueux qui vient sur ma route, c'est qu'un jour, moi j'avais une vieille Clio à l'époque, et un jour je rentre à la Clio, c'était une voiture limite consommable que j'avais acheté peut-être 3 ans avant, je l'avais acheté à un collègue pompier, je l'avais acheté 600 euros, je crois, la voiture. Elle avait fait le temps qu'il fallait. Et là, un jour, je rentre à la caserne, presque sur 3 roues. Enfin, il y a une quatrième roue, elle était sur le point de se décrocher. Et là, bon, la voiture, je l'avais amenée au bout du bout. Et le premier réflexe que j'ai, comme 99,9% des Français, enfin des personnes qui ont eu ce même réflexe, déjà, c'est la grosse panique. Parce que moi, je travaillais sur 2 casernes à l'époque. J'avais des activités aussi immobilières que je commençais à développer sur Paris.
en dehors des pompiers, tout ça. Enfin, j'avais vraiment une vie borderline. Et la voiture, il me fallait une voiture. C'était inconcevable que j'avais une voiture. Donc, le soir même, c'est la grande panique. Je vais sur Autoscout 24 ou Le Bon Coin si ça existait déjà pour trouver une voiture d'occasion, mais sensiblement pareil, une voiture entre 500 et 1000 euros grand maximum qui me ferait 2 ou 3 ans. Et en fait, je trouve pas, pendant les 3 premiers jours, je trouve pas cette bonne opportunité. Et à un moment donné, on arrive peut-être au quatrième jour, le service il est terminé, je suis dans ma chambre au calme, dans mon lit, où là, je décharge un peu tout et je me mets en fait à réfléchir, à visualiser. Voilà, il y a cette visualisation qui vient. Et je me dis, Goulven, si tu achètes une voiture, en fait, il va se passer quoi? Il va se passer que tous tes déplacements, bah, tu vas les faire en voiture et tu vas pas les faire à vélo. Et tu vas pas faire de vélo à côté. Je me suis en fait, j'ai fait un exercice avec moi-même. Je me suis dit, bah, tiens, on va prendre le problème à l'envers. Mais juste un exercice hein, pour voir ce qu'il en ressort de cet exercice. Je n'achète pas de voiture. Comment va être ma vie? Comment je vais réussir à gérer ma vie entre les deux casernes, entre les activités que je suis en train de développer en immobilier sur Paris? Est-ce que ne pas avoir de voiture, est-ce que c'est possible? On va prendre le truc à contresens. Et là, je me dis, moi, il va falloir que je fasse du coup tous mes déplacements à vélo. Et peut-être qu'à vélo, à certains moments, il va falloir que je prenne peut-être un peu le train pour aller sur Paris, que je mette le vélo dans le train, tout ça. Enfin, je me mets à visualiser en fait comme un tableau, le plus et le contre. Et là, je me mets focus uniquement sur le plus. Donc, je n'achète pas de voiture, un vélo. Donc, c'est-à-dire que des déplacements à vélo. Et là, je fais putain, c'est que des déplacements à vélo. C'est-à-dire que pour mon objectif de décrocher mon premier titre mondial en 2016 en ultra triathlon, bah là, je vais en bouffer des bornes. Donc là, je me dis, pour la compétition, là, je vais arriver, en plus des vélos, moi, je visualisais un vélo VTT. Donc là, je vais arriver affûté. Donc là, déjà, je commence à visualiser, arriver affûté, VTT, tout ça. Ça, je fais ça, c'est génial. Pas de voiture à racheter, donc il n'y a pas 1000 euros à débourser, pas d'assurance, pas d'essence. Je vais être bien en sport. Tout ce que je vais travailler à vélo, ça va me permettre aussi de progresser plus rapidement en course à pied. Et en fait, je vois que des bonnes choses. Et tout ça, en fait, ça commence à créer une excitation chez moi. Et en fait, l'excitation, je l'ai tellement amenée haute, cette excitation, qu'en fait, les points négatifs, bah, en fait, ils m'intéressent même plus, en fait. Alors, je les visualise quand même pour savoir à quoi je vais être confronté. Les intempéries, la pluie, tout ça. Bon, ok, ça, je vais aller m'équiper, je vais acheter un pantalon de pluie à Kawi, je vais aller chez Decathlon, m'équiper sur deux, trois trucs. Allez, tout ça, c'est validé. Mes déplacements à Paris, j'étais dans les Yvelines, je vais pas pouvoir faire à chaque fois la Paris à vélo. Ok, comment faire? Ah, il y a la gare Versailles-Chantier, donc Volutso, donc la ville de Bailly. Allez, ça me met 20 minutes, 30 minutes de vélo, je peux aller à Versailles-Chantier. Versailles-Chantier, mon vélo, c'est autorisé pour le mettre dans le train. J'arrive à Paris. À Paris, je pourrais me déplacer à vélo. Et si vraiment j'ai pas le temps, le vélo, je le mets dans le métro. Ok, d'accord, ça c'est validé. Pour aller prendre ma garde chez les pompiers volontaires qui est à Plaisir, à 30 km. Je finis dans ma caserne des pompiers de Paris à tel horaire, j'embauche à tel horaire. Ok, à Plaisir le matin, je débauche à tel horaire, je rembauche à tel horaire à Bailly. Bon, ce sera limite, mais ça peut le faire. Ok, et en fait, tout s'aligne. Et bah, je fais OK. Donc, je vais à Decathlon, je m'achète un VTT, des vêtements de pluie et tout ça. Et en fait, plus de voiture, fini la voiture et je fais tous mes déplacements à vélo. Et en fait, bah, comme le dit Casquette Verte, bah, du coup, en fait, je m'entraîne plus à vélo. Parce qu'en fait, tous les déplacements que je fais à vélo, c'est pas un entraînement, c'est des déplacements, c'est que des déplacements professionnels que je fais. Et ces déplacements professionnels font que je vais faire 1 à 2 heures de vélo tous les jours. Et à côté de ça, bah, mes heures de sport ouvrables chez les pompiers de Paris, bah, je continue la même routine en fait, c'est-à-dire que de la course à pied. Et en fait, j'arrive en 2016, mais affûté de chez affûté. Et rien que ça a représenté 90% du Goulven 2.0 par rapport à 2015. C'est excellent. Là, avec l'exemple que tu viens de donner, tu vois, tu viens de faire un exercice, enfin, de nous montrer un exercice très, très simple qu'on fait, que je propose de faire dès que des personnes que j'accompagne se mettent des objectifs très élevés, c'est justement de le découper et de voir toutes les parties un peu négatives, parce qu'évidemment, si de but en blanc on dit t'as plus de voiture, tu vas rouler en vélo, surtout pour quelqu'un qui se déplace pas mal, tu vas dire ah oula, ça va être compliqué. Euh,
Et finalement, tu vois que et qu'en face, dans ton petit tableau, tu as mis quelque chose d'hyper logique qui collait avec ton identité du moment, ce que tu voulais faire, ton objectif, et que en fait, c'est d'un point un peu négatif, évidemment. On rêve pas tous d'avoir sa voiture qui tombe en rade. T'en as fait un point positif. Et justement, et positif à plein d'égards. Enfin, je veux dire, ça, tu as économisé de l'argent sur le moment en tout cas, parce que maintenant, on sait qu'on peut acheter un vélo qui coûte plus cher qu'une voiture. Euh, mais voilà, t'as été équipé de pantalons de pluie, et puis voilà, fini la voiture, fini les assurances, fini les emmerdes de voiture, et puis basta, tu te... Donc non, c'est vraiment, vraiment top ta manière de découper, justement. Ça paraît simple parce que tu l'as fait il y a longtemps et parce que tu as une démarche là-dedans. Mais... Je tiens juste à préciser, je m'arrête de te couper, c'est qu'à cette époque-là, je suis pas du tout dans la préparation mentale. Hmm, En fait, c'est quelque chose, c'est ce que l'être humain oublie énormément, c'est le bon sens. J'ai hmm, juste travaillé avec du bon sens. Alors, tout ça, si j'y suis arrivé aussi facilement, voilà, c'est qu'il y a peut-être tout un cheminement où depuis plusieurs années, je me pose beaucoup de questions sur c'est ça. moi, j'analyse la vie, je m'analyse moi-même. Hmm. Comme je disais, j'ai pas peur des critiques et des compagnies, de reconnaître mes défauts, de connaître mes talents. Mais tout ça, je l'ai fait sans être dans la préparation mentale. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut faire pour celles et ceux qui veulent, qui s'intéressent à eux-mêmes, en fait. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que je disais ça, parce que préparation mentale, moi, le but du podcast, c'est justement de dire clairement avec des mots et des exemples concrets, comme tu viens de le faire, qu'est-ce que c'est. Donc là, t'avais pas mis ce mot-là, cette étiquette-là dessus, bah déjà parce qu'on est en 2015-2016. 2025-26, maintenant, on entend beaucoup parler. 2015 en France, beaucoup moins, il y a 10 ans. Du coup, bah, non, c'est ça aussi. Ça peut être ça, simplement pour des gens qui se sont moins posé des questions, qui ont moins cette attitude de base à se questionner et à chercher beaucoup de choses. Bah, ça peut aider à faire des choses aussi simples que ça, parce que justement, tu vas t'alléger psychologiquement, créer une motivation supplémentaire, parce que c'est ce que tu as fait. Tu as créé une excitation supplémentaire, une motivation supplémentaire, et finalement, tu as mis toute la case des plus, tu as mis plein de trucs, quoi. Bah, je vais arriver plus affûté, je vais arriver meilleur, je vais arriver avec un kilométrage de vélo énorme, etc. Donc, non, non, excellent exemple, top. Et du coup, 2016, t'arrives bien, t'arrives affûté, et Ouais, j'arrive bien. Alors, la saison commence très laborieusement pourtant. Alors, j'avais pas aussi, en début de saison, j'avais pas tous les kilomètres que je me suis mis par la suite en VTT. Mais en fait, je commence à arriver à mon seuil de performance à mi-saison. Et sur la moitié de saison et fin de saison, bah, je performe. Je performe. Et avec, bien sûr, un alignement des planètes, de la chance, parce qu'il faut en avoir de la chance, il faut aussi savoir la provoquer. Bah, je décroche mon premier titre mondial, comme je me l'étais promis, fin 2015, donc fin 2016, je décroche le premier titre mondial. ok. Ouais, impressionnant. Très impressionnant. Moi, je t'ai découvert, on va faire un saut dans le temps, mais on pourra refaire des sauts de puce, on fait ce qu'on veut. Je t'ai découvert récemment avec, du coup, là, début 2026, avec le DK Ironman en Afrique du Sud. Je dis pas de bêtises? Ah, tout à fait. Voilà, c'était Et la première manche de la Coupe du Monde cette année. exactement, que tu as remporté. Et bah, du coup, maintenant, tu fais exclusivement ça, du DK? Ou tu te permets Alors non, mais en fait, je cherche pas à faire du DK ou du double ou du triple. En fait, tout simplement, je fais le programme tu fais le de la circuit? Coupe du Monde du triathlon. Ok. Là, il s'est avéré que la première manche était un DK. Alors souvent, lors des premières manches, il y a plusieurs maintenant. Comme ça se développe de plus en plus, l'ultra triathlon au sein de la Coupe du Monde, il y a toujours plusieurs formats. C'est-à-dire que la première manche ne va pas proposer qu'un DK. Là, il y avait un double Ironman, il y avait un triple Ironman, il y avait un quintuple et il y avait un DK. Mais comme moi, je suis attiré par la longue distance, je prends toujours, généralement, si mes Ok. disponibilités familiales et professionnelles me le permettent, je prends toujours le plus gros format parce que c'est ce format-là qui m'excite le plus. Donc là, en l'occurrence, c'était le DK. Et sur cette course que j'ai suivie grâce à tes réseaux, et d'ailleurs j'encourage les auditeurs et auditrices à aller sur tes réseaux parce que vraiment tu expliques très bien ce que tu fais de manière très simple et notamment dès le départ, donc DK Ironman, déjà un Ironman, on rappelle, 3800 mètres de nage, donc 3 km 8. Donc là tu as 38 km de nage, C'est ça. voilà. Donc dans un bassin de 25 mètres, puis t'en fais des pirouettes dans l'eau. Euh, 1500, 1520 aller-retour, je crois. ouais. 1520 aller. Et du coup ça se passe pas bien dès le départ, tu fais une hypothermie. Ouais,
15e, 15 ou 20e kilo, enfin, ouais, entre le 15e et le 20e kilomètre. Voilà, en fait, enfin, la température extérieure était très chaude. Il faisait, je sais pas, peut-être entre 35 et Ok. peut-être pas 40 en plein soleil, mais il faisait un bon 35 degrés en tout cas en plein soleil. Et je sais pas pourquoi, l'eau était très fraîche. Alors, très fraîche, elle devait être à 18, 19. Alors, Ça fait froid quand même. ouais, ça fait froid. Alors, Sur... on est en combinaison. La journée, nous, on a commencé c'est 16 heures, je crois, le départ. Donc, la journée, ça fait frais, mais avec la combinaison, c'est très, très bien. Mais la nuit, ça allait pas, quoi. La nuit, ça allait pas. La nuit, parce qu'avec, on transpire dans la combinaison, donc on a de plus en plus froid. Et à force de rester dans l'eau, ben, on a de plus en plus froid. Et la nuit, ouais, j'ai eu une grosse hypothermie partir, si je dis pas de bêtises, alors deux fois pour aller prendre des douches chaudes, parce que j'étais vraiment pas bien, et une troisième fois pour aller aux toilettes, parce que je commençais à avoir des douleurs au ventre avec le froid, et du coup j'en ai profité pour prendre une troisième douche chaude. Mais ouais, la natation a été très laborieux, comme à chaque fois. Alors j'ai pas tout le temps des hypothermies, là ça m'était déjà arrivé, mais nager aussi longtemps en tremblant, c'était la première fois. Mais généralement, la natation, moi, c'est quelque chose ça se passe mal parce que je nage pas très bien. Enfin, je nage le crawl, mais voilà, pas Ouais, t'as pas une suffisamment base de nageur, quoi. Ouais. pas une base de nageur. Et, Généralement, quand je nage sur un 38 km, c'est entre 20 heures et 26 heures. c'est franchement vertigineux entre les distances et les temps passés. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Quand dès le départ, tu t'es parti pour une dizaine de jours, et dès le départ, c'est déjà très compliqué. Comment tu gères ça? Alors, en fait, moi, je pars pour 24 heures. En fait, quand je commence la natation, je sais grosso modo, je sais jamais si ça va bien se passer ou mal se passer. Mais grosso modo, dans ma tête, moi, je visualise 24 heures. Si je peux terminer avant, bah, tant mieux. Et si je termine après, je sais que ce sera maximum 26 heures, parce que 26 heures, ça a été mes pires chronos. Donc voilà, sur une base de 24 heures, en fait, tout simplement, je me dis, bah, la natation, voilà, c'est 24 heures. Donc pendant 24 heures, tu prends ton mal en patience. Et après, tu es libéré de cette tâche et tu vas pouvoir enfin t'exprimer et t'éclater sur la partie vélo. Il faut savoir que sur les 24 heures de natation, c'est pas non plus 24 heures de galère, parce que là, c'était mon 10e DK Ironman. Je les ai tous terminés, j'en ai remporté la moitié, donc j'ai déjà aussi une grosse expérience sur ce format-là. Mais généralement, jusqu'au 20e kilomètre, tout se passe à peu près bien. Voilà, je prends presque du plaisir jusqu'au 20 et 25e kilomètre. Généralement, je suis vraiment dans le dur. C'est entre le 25e et le 38e. Donc, c'est vraiment les 8 dernières heures qui sont vraiment très, très dures, où là, j'avance vraiment au mental. Donc, la natation, c'est 24 heures. Et après, basta. Et après, voilà, on s'éclate à vélo. Quand tu dis j'avance au mental, ça veut dire quoi? C'est à C'est la quoi le tête. dialogue interne à ce moment-là? C'est quoi C'est tu te dis quoi? tu penses à tout et à rien. Tu penses aussi, t'en profites aussi pour travailler un peu sur toi-même, sur tous les aspects que tu refuses de faire au quotidien. C'est-à-dire, pour développer un tout petit peu, moi, comme tout le monde, hein, moi j'ai des qualités, des défauts. Il y a des choses au quotidien qui sont parfois urgentes, mais que je ne fais pas forcément parce que ça me plaît pas. Ça peut être de l'administratif, ça peut être enfin, tout et n'importe quoi, mais des choses qui vont pas Hmm. forcément vous plaire. Et en fait, quand vous êtes dans l'eau, bah déjà, vous avez plus Internet, vous êtes plus pollué par les réseaux sociaux, vous êtes pollué par rien du tout. Et là, c'est vous face à vous-même. Donc là, en fait, c'est tout ce qui ne va pas forcément bien dans votre vie. Bah là, ça revient à la charge, mentalement parlant. Ok. Hmm. Et ça vous permet justement, là, vous ne pouvez plus, comme vous pouvez le faire au quotidien, les éviter ou remettre ça au lendemain. Parce vous êtes toujours dérangé par quelque chose dans votre quotidien. Si c'est pas la famille, c'est les réseaux sociaux. Si c'est pas les réseaux sociaux, ça va être un coup de téléphone, ça peut être le Hmm. travail, ça peut être l'urgence. Sauf que là, vous êtes dans l'eau. Donc là, il y a personne. Il y a personne pour venir vous distraire. Donc naturellement, en fait, bah, tous les petits problèmes, votre esprit, hein, là, cette fois-ci, il vient toquer à la porte, il fait, là, il y a tout ce listing là, que t'as repoussé depuis plusieurs jours, voire même certaines urgences depuis plusieurs semaines. Voilà, là, bah, faut que tu les traites. Donc c'est l'occasion justement pour essayer de trouver des solutions ou pour trouver un axe de début de solution pour se dire, bah tiens, voilà, une fois que le DK Ironman sera terminé, bah, je vais rentrer chez moi, toutes ces problématiques, il y en a certaines, je vais pouvoir commencer à les traiter parce que j'ai commencé à les traiter en nageant.
avec Ouais, un axe ouais. voilà, pour résoudre en fait la problématique. Donc il y a ça. On pense aussi à des bons côtés, on pense aussi à sa famille, on pense à ses enfants, on pense à tous les gens qui nous apprécient, on pense aussi et surtout à toutes celles et ceux qui nous encouragent. Moi, c'est pour ça qu'en natation, je m'arrête tous les 10 kilomètres, je crois. Enfin, je fais des pauses tous les 5 kilomètres, mais tous les 10 kilomètres, je fais une vidéo. Voilà, pour partager un peu mon périple, cet événement. Et du coup aussi, vous pensez à tous les gens que vous amenez derrière vous, qui croient en vous au fil des mois, au fil des années, depuis le temps qu'ils vous suivent. Donc vous, déjà, vous avez un devoir envers eux, c'est de ne pas abandonner, d'aller au bout. Vous devez montrer l'exemple. Et aussi, ce qui me motive à continuer, c'est tout simplement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au départ d'un déclin Ironman, alors sans vouloir dénigrer l'ultra triathlon, et en respectant cette discipline, c'est que moi, l'organisation pour être au départ d'une compétition, c'est bien plus compliqué et plus dur qu'un déclin Ironman, pour reprendre le déclin Ironman. Ouais, je C'est-à-dire que moi, comprends. derrière, mais ça, les gens, ils le voient pas, en Afrique, c'était presque 2 semaines, un peu plus de 2 semaines d'absence. Avec ma femme, on a plusieurs entreprises, on a 2 enfants qui ont 2 ans et 4 ans. Enfin, il y a une logistique qui est juste monstrueuse à mettre en place. Et ça, personne ne le voit. Et ça, c'est plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Parfois, ça peut être 1 ou 2 mois de négociations, soit avec mes beaux-parents, soit avec mes parents, pour qu'ils puissent. Moi, à chaque fois que je pars en compétition, il faut que mes parents, mes beaux-parents viennent me remplacer pour aider ma femme dans la gestion des entreprises, dans la gestion des enfants, les amener à la nounou, l'école, enfin les repas et compagnie. C'est juste monstrueux tout ce qu'on gère à nous deux. Et il faut que ma femme soit épaulée par quelqu'un. On n'a pas de nounou qui se déplace dans le petit village où on habite. Donc c'est très compliqué. Et tout ça, ça me prend beaucoup plus d'énergie, de stress, de boule au ventre. On reprend l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, j'ai fait mon billet d'avion 5 jours avant la compétition. Moi, j'avais annoncé plusieurs semaines que je venais, mais à cinq jours du départ de la compétition, j'ai pas de solution. J'ai pas encore fini de trouver toutes les solutions. Mon billet d'avion, je l'achète 5 jours avant. Et 5 jours avant, les prix ont explosé. Et à un moment donné, j'appelle Reta, qui est l'organisatrice de l'Afrique du Sud, et je lui dis, je m'y suis pris, voilà, j'ai pas réussi à trouver toutes les solutions qu'il fallait. Là, les prix sont passés de 1000 euros il y a quelques semaines de ça à 2005. Moi, 2005, je peux pas venir. Mon vélo à gérer, j'ai Mm. 2 escales au lieu d'en avoir qu'une. Bon, finalement, je me suis pris la tête toute une après-midi et j'ai réussi à trouver un vol avec 2 escales au lieu d'une à un prix qui restait Ouais. convenable. Enfin, Ouais, donc c'est en fait, quand tu arrives là-bas, déjà, t'es soulagé d'y être, quoi. C'était je déjà suis le parcours du soulagé. combattant avant de dire. Les 38 km de nage, les 1800 Ok, km de vélo, pardon, mais c'est du petit à côté de ce que j'ai déjà vécu. ok, ouais, c'est une manière de voir le truc. Ouais. Donc j'arrive là-bas, moi je suis en totale détente. En plus, maintenant c'est mon 10e DK, donc voilà, je sais ce que j'ai à faire. Je suis tellement en détente, je suis tellement vraiment en détente que j'ai même pris j'ai été sans mon vélo cette fois-ci. C'est la deuxième fois que je le faisais, donc j'ai même pas pris mon vélo. J'ai fait, on va me prêter un vélo, et le vélo, il s'adaptera à moi. Et moi, je m'adapterai au vélo, et dans ma vie, il y a zéro excuse. Et voilà, parce que j'ai tellement vécu un mois avant la course qui a été horrible au niveau du travail, des finances, des enfants, de l'organisation, tout ce que tu veux, que j'arrive là-bas, c'est même pas mon vélo, et je m'en fous en fait. Je m'en fous. Ah, Et je fais, excellent. et je fais un- Excellent. et en plus de ça, je fais un super vélo. Alors les 900 premiers kilomètres, j'ai galéré avec le vélo, enfin j'ai galéré avec tout. Et après, voilà, je me suis fait un peu violence, et le vélo, j'ai réussi à me l'approprier. Mais en fait, voilà, il faut savoir que si une course comme ça, c'est presque 5000 euros de débourser, entre l'inscription qui coûte 2500 euros, les 1500 euros de billets d'avion, la logistique, la nourriture et tout ce que tu veux. Donc, ouais, c'est entre 4 et 5000 euros. Et rien que ça, en fait, ça, c'est un leitmotiv de fou pour me dire, bah non, je vais pas abandonner, quoi. Ok, j'ai une hypothermie, là, l'hypothermie, on va se calmer, on va mettre le clignotant à droite pendant 5-10 minutes pour se réchauffer. J'ai froid, qu'est-ce que je vais faire pour contrer le froid? Je vais aller prendre une douche, je vais sortir, je vais me réchauffer, on va se poser, on va faire redescendre un peu le rythme cardiaque, et on va repartir tranquillement. Et je m'arrêterai, je ressortirai de l'eau autant de fois qu'il le faudra, mais on va pas arrêter la course parce que je suis en hypothermie, parce que j'ai mal, parce que j'ai fait une chute, à partir du moment où il n'y a rien qui est cassé, où je suis à l'écoute de mon corps, que mon corps, je ne vais pas non plus, que je le respecte, entre guillemets, que tout va bien. Voilà, je vais pas arrêter parce que j'ai mal au ventre, parce que j'ai vomi une fois, 2 fois, 3 fois.
Derrière, il y a toute une logistique. Et mes parents qui se sont déplacés pendant 2 semaines. Quand c'est pas mes parents, c'est mes beaux-parents. Il y a eu 5 000 € qui ont été mis sur cette course, qui auraient pu être alloués à plein d'autres choses. Donc non, je vais pas arrêter. Ça aussi, c'est un leitmotiv de fou pour se dire, bah non, on continue et on trouve des solutions. Et à force de trouver des solutions, des solutions, des solutions, à un moment donné, ton esprit, il sait plus trouver des excuses, en fait. En fait, limite, il sait même plus ce qu'est une excuse au quotidien. Parce qu'il est toujours en mode, je trouve des solutions, je trouve des solutions. Parfois, des solutions, parfois, ça va venir en quelques secondes, parfois en quelques minutes, parfois en quelques heures, parfois, ça va venir en plusieurs jours. Mais plus ton cerveau, tu l'entraînes à trouver des solutions, bah, plus il va t'en trouver. En fait, c'est comme parler une langue étrangère, c'est comme, à un moment donné, ton cerveau, bah, il sait plus trouver des excuses, il sait plus faire, en fait, tout simplement, parce que tu es toujours en mode solution, solution, solution. Et les excuses, ton cerveau, en fait, il vient même plus te chercher des excuses, il vient juste avec un petit voyant rouge, tiens, là, il y a un problème, ok, il y a un problème, on le traite, et on voit de quelle manière on va le traiter. Donc voilà, en fait, comment le process, en fait, que j'utilise, que ce soit en natation, à vélo ou en course à pied. Ah, c'est excellent, franchement, je bois tes paroles, surtout là, sur la fin, là, justement, le fait d'habituer son esprit à trouver des solutions, comme tout, c'est... L'exemple est génial, comme Mm. apprendre une langue étrangère, exactement. Ça paraît difficile au départ, et 6 mois après, si on est dans le pays, bah, je dis 6 mois pour les langues qui nous entourent, hein, bah, ça paraît évident, on comprend et on n'a pas vu que la transition s'est faite d'elle-même en fait. Et Ouais, c'est ça. aujourd'hui, toi aussi, c'est à force de, bah, ça fait des 10 ans que tu fais ça, t'en fais beaucoup, t'es investi là-dedans, c'est ce qui te passionne. Ça se fait naturellement et t'as même plus besoin de te chercher. Enfin, ça rentre pas dans ton logiciel. Ton logiciel a changé et c'est ouais, vraiment top, top exemple. À quel moment, Bon, je ne pose même plus la question sur ouais, le départ d'un DK Ironman, même un WK, même peu importe le format, je me pose plus cette question de savoir si je serai finisher ou ouais. si je vais terminer. Je sais que je vais terminer. Après, il y a toujours il peut y avoir des aléas, tu casses du matériel, ou même toi, je reste humain, donc il y a plein de choses que j'ai pas encore découvert sur moi et qui seront un jour ou l'autre plus forts que moi. Mais jusqu'à présent, voilà, je pense qu'au positif et quand je suis au départ d'une course, je sais que je serai à l'arrivée d'une course. Ah non, mais ouais. Et j'allais te poser une question sur justement sur ce qui nous, enfin comment dire, sur ce sur quoi je travaille souvent avec des athlètes, c'est la comparaison et justement parce qu'on fait un sport où on est en bataille contre soi-même et ensuite aussi un peu contre les autres. Donc toi, tu y vas aussi pour gagner. Tu as des ambitions, tu y vas pas que pour finir. Tu sais que tu finis, donc quand tu y vas, c'est pour gagner. À quel moment ça commence à rentrer dans le logiciel? Est-ce que dès le départ, tu te mets à calculer ça en disant je suis pas bon en natation par rapport à certains, peu importe, je m'en fous, j'ai des hypothermies, je m'en fous, je sortirai de l'eau je perdrai le temps qu'il faut, ou ça, tu prends même pas en considération que c'est une perte de temps, juste tu fais ton truc. Mais à quel moment il y a un truc qui se déclenche pour dire bon, maintenant compète contre les autres? Alors, déjà, avant d'être en compète avec les autres, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais moi, je le fais vraiment réellement et je l'ai expliqué déjà, moi, je suis en compète avec moi-même. Bien sûr, t'es obligé. Et voilà, c'est-à-dire que bien sûr, avant une compétition, je regarde la start list, savoir quel athlète seront au départ. Alors après, je sélectionne aussi, pour élargir un peu la réflexion, je choisis aussi mes courses, dans le sens où dans ma préparation, tout ce qui est double, d'Ironman, moi, ça me sert à préparer les DK et double DK. Parce que tous les ans, il y a toujours au moins, l'année dernière, par exemple, j'ai fait 5 DK Ironman l'année dernière, ce qui est énorme. J'en ai remporté 4 sur les 5. Et en fait, à côté de ça, j'ai fait un double, peut-être, et 2 triples. Et ce double et ces triples m'ont permis de préparer les DK Ironman. Donc, les doubles et triples, j'ai été, je ne vais pas dire en tourisme, mais j'ai été en mode entraînement. Donc, j'ai absolument pas performé. Et c'est pas forcément les formats qui m'attirent le plus pour performer. Moi, c'est vraiment le très long qui m'attire, l'endurance. Et pour en revenir sur tout ce qui est quintuple, à partir de quintuple à triple DK, c'est vraiment les formats que j'apprécie. Donc, pour en revenir sur ces formats-là, la première chose, c'est que moi, je ne regarde pas les autres dans le sens où je sors régulièrement dernier de l'eau. Enfin, en tout cas, ou dans les derniers. Mais ça m'arrive souvent de sortir même le dernier de l'eau. Et je reste concentré sur mes objectifs à moi que je me suis fixé. C'est-à-dire, par exemple, en DK Ironman, ça va être de me rapprocher des 20 heures
de natation. À vélo, si le parcours est plat, ça va être de rouler entre 425 et 450 km par jour. Et en course à pied, ça va être de me rapprocher des 3 marathons par jour. Donc 125 km de course à pied par jour. Ça, c'est mes objectifs à moi. Et je sais que ces objectifs-là, si je les réalise, si je les réussis, ça m'assure quasiment un podium, voire même une deuxième, voire même une première place. Donc moi, je suis vraiment focus sur mes objectifs. Et le fait d'être focus sur mes objectifs, je prends l'exemple en Suisse, en 2023, quand je remporte le double des Ironman, on a 76 km de nage à faire en bassin de 50 mètres. On est 15 athlètes à peu près au départ et je sors avant-dernier. Avant-dernier, et quand je sors de l'eau, le premier, qui est un Lituanien, il a déjà roulé 400 km. C'est ce que j'allais dire. Avant-dernier, c'est combien de temps après le premier à peu près? Alors, j'ai plus tous les chronos en tête. Moi, je crois que j'ai Ouais. dû mettre 62 heures. De mémoire, j'ai mis 62 heures pour les 76 km. Et le premier, il met 40, non, il passe pas sous les 40 heures. 24, 48. Il doit mettre 42 heures. Ouais, On a quasiment peut-être 20 heures d'écart, une journée d'écart, quoi. presque une journée d'écart. Mm. Ok. Presque une journée d'écart. Et en kilomètres, ce que je me rappelle, c'est qu'il avait déjà fait 400 km à vélo. Et en fait, je regardais pas, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à lui quand j'ai commencé à remonter, en fait, les adversaires qui étaient devant moi, à grappiller des tours sur eux, à remonter à la 13e place, 12e, 11e, 10e. Et en fait, dans cette remontada, je me suis aperçu que bah, le premier, je lui prenais aussi de temps en temps, je lui prenais des tours. Mais bon, je me disais que c'est peut-être accidentel, qu'il y avait 3600 km de fer à vélo, donc je me suis dit peut-être que c'est sa manière de gérer l'effort qui va accélérer après. Mais à un moment donné, bah, t'es 8e, t'es 7e, t'es 6e, t'es 5e, t'es 4e, encore une fois, en te fixant tes objectifs à toi. C'est-à-dire que voilà, il faut pas que j'aille me coucher le soir avant d'avoir fait mes 400, 425, voire même si je peux aller gratter les 450 km. Et à force de respecter ton programme à toi, sans même regarder les autres, bah, tu t'aperçois qu'à un moment donné, bah merde, je suis premier en fait. Et j'ai rattrapé le Lituanien, on avait 3600 km de vélo, je l'ai rattrapé, je crois, au bout du 2000e ou 2200e kilomètre à peu près. Donc après, bah, je commence la course à pied premier, c'est mon domaine, et j'ai jamais quitté la première place sur les 20 marathons à faire d'affilée. Donc moi, c'est vraiment, je me fixe des objectifs pour chaque discipline et j'essaye de faire au maximum de les respecter. C'est toujours des objectifs assez hauts, mais je sais que si j'y arrive pas, parce que les courses sont tellement longues et qu'il peut y avoir tellement de problématiques, que voilà que c'est pas trop grave. À vélo, c'est entre 400 et 450 km, mais le but c'est de me rapprocher des 450 km. En course à pied, ça va être entre 105 et allez, on va dire 100 et 120 km. Je sais que les premiers jours, je peux faire du 125, mais après, bon, je ralentis un petit peu. Mes meilleures performances, ça a été 118 km par jour sur des Ironman. Donc sur 10 marathons d'affilée. Donc voilà comment je me fixe les objectifs. C'est mes objectifs à moi, mes performances à moi, et qui m'amènent en fait à aller chercher à chaque fois les 3 premières, voire même la victoire. Ouais, et si tu te retrouves, encore une fois, j'ai pas mieux, hein, parce que pas mieux à dire que ce que tu viens de dire, parce que c'est ce qu'on travaille tous les jours, c'est se fixer ses objectifs à soi, et c'est comme ça qu'on performe le mieux. Euh, donc là, tu viens encore de le prouver. Sur quoi tu joues si vraiment tu dois actionner certains leviers? Je m'entends, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais si j'invente un truc. Tu as un dernier, je sais pas, t'as la moitié de la course à pied qui est faite, il reste la dernière moitié de la course à pied, donc on peut dire que c'est vraiment la fin du DK ou du double DK, Mhm. et t'es à la bataille ou t'es en retard sur le premier ou les deux premiers. Ça va être quoi? Sur quoi t'as de la marge pour jouer? La vitesse, le temps de récup, le temps d'endormissement, sur quoi tu te sens plus fort que les autres si tu dois actionner vraiment des leviers supplémentaires? Et sortir quelque part de ton schéma personnel à toi où vraiment là tu rentres en compète et tu dois actionner d'autres trucs. Alors déjà j'aurais eu les 5 premiers marathons déjà pour même la partie vélo déjà pour analyser les premiers parce Hmm. qu'indirectement même si je suis focus sur mes chiffres à moi bah je peux pas m'empêcher de regarder un peu comment Ouais, tu vois fonctionne. ce que font les autres. Ouais, Voilà, je regarde ce que font les autres et ouais. en regardant bah, je le mémorise. Donc ça va être sur le temps de repos, même si sur le temps de repos c'est toujours délicat de jouer sur le temps de repos parce que si c'est pour dormir moins mais être moins performant, ça a pas de sens. Donc le temps de repos, on va essayer de jouer dessus,
mais de manière Ok. très millimétrée. Faut faire très attention. Ça va être des temps de pause pour sur le repas. Enfin, je vais essayer d'analyser là où je peux gratter du temps, peut-être des temps de repas bah, plus courts, ne pas m'arrêter, manger en courant ou en tout cas marcher en mangeant. Ces petites choses, ces petites choses-là. La musique, moi je fonctionne beaucoup en musique. Tu vois, je prends un exemple, par exemple, un autre exemple de visualisation, c'est qu'avant ce double DK Ironman, moi j'avais, bon, pour expérience, j'avais que des DK, et les DK, 1500 km de vélo, je sais que j'avais subi, parce que bon, je suis pas, c'est pas forcément mon point fort, même si ça le devient de plus en plus. Mais là, 3500 km, moi ce que j'avais peur, c'était de la lassitude. Et en fait, comme je vous disais au début de ce podcast, moi je cours tout le temps et je roule tout le temps en voiture avec de la musique. Et là, je me suis dit, mais putain, mais Goulven, sur ton vélo, là, pourquoi ne pas mettre une enceinte de musique sur ces 3600 km de vélo? Et j'ai été à Boulanger, là, acheter 3 mini-enceintes qui se sont adaptées parfaitement entre mes prolongateurs. Donc, j'en ai acheté 3 pour renouveler la batterie. Et j'ai fait mes 3600 km en musique. Alors, il faut savoir que la musique est autorisée d'avoir un petit écouteur. C'est pas autorisé dans les oreilles, mais l'écouteur est autorisé. Et les 3100 km, ils sont passés, mes crèmes. Et en course à pied, j'ai toujours mes écouteurs aussi. Donc ça va être aussi, là je vais très très loin dans le perfectionniste, que moi je suis vraiment quelqu'un de très perfectionniste dans la logistique, comme j'analyse énormément moi, ma logistique, et ma logistique moi m'a fait gagner énormément de courses et de temps, c'est que, tu vois par exemple en Suisse, là où j'ai gagné énormément de temps, c'est que je me suis dit la course ça va durer à peu près 20 jours, enfin 18, 20, 22 jours, on va en Suisse, je me suis déjà rendu une ou deux fois là-bas, il pleut beaucoup, je suis tout seul, j'ai pas d'assistance. Donc comment m'organiser tout ça s'il pleut beaucoup, les vêtements à faire sécher pour une aussi longue course. Et je me suis dit bah tiens, et c'est venu comme ça, je me suis acheté un sèche-linge. Je me dis un sèche-linge, ça va prendre beaucoup de place. Est-ce qu'il n'existe pas des mini sèche-linges? Je me suis acheté un mini sèche-linge et je te jure sur cette course, sur ce double DK Ironman en Suisse, on a eu je crois 8 jours de pluie mais non-stop, 24 heures sur 24. Et que j'aurais pas eu ce sèche-linge et j'étais mort, mais mort de chez mort. Il faut savoir que le dernier jour de pluie, où là je commençais à avoir le mental depuis déjà qui était déjà bien éclaté depuis plusieurs jours, j'ai fait, je te jure, ma dernière partie de nuit, donc j'ai dû rouler 4 ou 5 heures comme ça, le dernier jour, la nuit, en combinaison de natation. J'en avais marre d'être trempé. Je sors après avoir dormi 3 heures, je sors tout beau, tout propre, avec des vêtements tout secs et tout. Là, il continuait de pleuvoir. Au bout de 3 tours de vélo, j'étais trempé. J'étais plus du tout étanche au niveau du caractère, au niveau de mon humeur et tout. Ça, j'ai tout envoyé valser. Le temps, je l'ai insulté de tous les noms, comme je l'avais Mm. déjà insulté depuis plusieurs jours. J'ai pris ma combinaison de natation et je me suis mis à rouler 4 ou 5 heures. Alors après, je l'ai arrêté. Parce que ce que je me suis aperçu, c'est que pour aller pisser, vu que tu bois beaucoup, ça te compresse un peu l'abdomen, donc ça t'incite à aller encore plus aux toilettes, la combinaison de natation. Donc il fallait toujours que j'ai quelqu'un la nuit qui soit là pour m'aider à enlever la combi, la remettre, enfin c'était une galère. Rouler avec une combinaison de natation, ça m'oppressait aussi et je sentais les palpitations qui montaient de plus en plus. Donc ça a été une route de secours qui était imparfaite, mais ça a calmé un peu mes ardeurs et mon humeur pendant 4 ou 5 heures. Et voilà, donc beaucoup de visualisation pour ces 20 jours avec ce sèche-linge. Si je l'avais pas eu, parce que derrière moi, il y avait un Polonais qui revenait très très fort en course à pied. D'ailleurs, je finis ces 20 jours, enfin ce double DK avec seulement, je crois, 3 heures d'avance sur lui. Ah ouais, c'est rien. Revenu très très fort. Lui, il avait une logistique complète. Il avait 2 personnes à temps plein pour l'aider. Moi, j'avais personne pour m'aider. C'est moi qui devais faire mon linge, enfin, qui devait m'arrêter pour faire tout ce que lui, son assistante faisait. Et visualiser ce sèche-linge m'a sauvé clairement la vie. Donc, quand tu es au coude à coude pour reprendre ta question, bah, c'est à analyser un peu les temps de pause de ton adversaire. Tiens, tu apprends que l'après-midi, bah, tu vas faire une sieste de telle heure à telle heure. Est-ce que généralement, sur ces courses-là, on a nos habitudes. Et d'un jour sur l'autre, on a du mal à la jouer trop stratégique non plus, parce qu'on est tellement éclaté, tellement fatigué que C'est pour ça que je posais la question, c'est ça. Est-ce qu'il y a ça encore de la reste. marge, tu vois? Ouais, moi, c'est gratter un peu sur le C'est sommeil, gratter, ouais, sur c'est les des petits millièmes, siestes, quoi. Petits millimètres. c'est de se dire, c'est penser à des choses positives, bah, c'est de lire des messages positifs, des gens qui nous encouragent et tout, et de se dire, allez, on va augmenter un petit peu l'allure pour aller gratter encore une place, et Ouais. pourquoi pas une surprise, la première place.
En gros, pour résumer, tu vas jouer sur tes forces, quoi. Tes forces, la logistique, tu sais Oui, là où t'es fort, tu sais là où t'es peut-être pas meilleur que les autres, j'en sais rien, parce que tu connais pas forcément tous les autres, mais tu sais où là où t'es fort et tu joues là-dessus. Je te posais cette question parce que peut-être pas le précédent, mais il y a un ou deux podcasts en arrière, j'ai eu Steven Le Yarrick qui fait de l'ultra longue distance en vélo, qui est le fondateur de Gravelman. Et lui, il sait que il a le temps passant, il est moins fort à 40 ans maintenant quand il en avait 30. Il y a des jeunes qui arrivent sur vélo, sur ultra distance. Enfin, il y a des jeunes. Il y a des jeunes, mais il y a aussi des anciens. Il y a des Bardet qui arrivent. Il y a des Pierre Roland. Donc ça commence. C'est des mecs qui ont ouais. l'habitude de rouler à 44 km/h pendant 300 km. Ça ne les dérange pas. Du coup, lui, il sait qu'il peut jouer quand il est à la gagne ou pour quelque chose, il sait qu'il peut jouer sur le sommeil. Et il dit, moi, je peux faire 24 heures sans dormir et continuer d'avancer. Et c'est son levier. Il va arriver dans un état massacré, mais il sait que c'est sa petite force, c'est son petit levier supplémentaire. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir quand dans un état de décomposition avancé, comme on peut imaginer, c'est pas facile. Euh, on a balayé, mine de rien, pas mal de choses. Motivation, confiance. Comparaison avec les autres, stress, anxiété, c'est pas ton sujet, visiblement. Ouais, Euh, non, mais je suis pas, enfin, on m'a déjà surnommé à travers notamment les sports de combat, parce que je fais beaucoup de sports de combat. C'est la force tranquille. C'est que moi, j'ai une force relativement tranquille. Je suis pas, j'arrive à prendre du recul. Ma qualité, c'est de savoir gérer mon émotion. mhm. Donc non, je suis pas quelqu'un de stressé. Je suis beaucoup dans l'analyse avant de monter dans les tours et de stresser. En fait, j'analyse et après, si je dois stresser, je vais stresser. Mais avant, il y a une analyse qui est faite. Il y a un dernier grand sujet, on va terminer avec celui-là, qui est prépondérant et surtout dans le sport d'endurance, c'est la fatigue. Fatigue physique, fatigue nerveuse. Comment tu... Alors déjà, évidemment, tu dors pendant des cas, hein, il y a tu as des sessions de sommeil. Euh, Est-ce que t'as fait ça comme ça au doigt mouillé ou tu t'es formé à ça? Parce qu'il y a des techniques de sommeil récupérer rapidement. Comment t'en as venu à savoir découper ton effort? À quel moment tu peux dormir? Enfin, dans ton effort à toi. Combien de temps? À quel moment? Qu'est-ce que tu peux faire sur un Moi, temps donné? je suis absolument pas formé, mais ça fait partie des petites choses qu'il faut que je fasse. Non, moi, le sommeil, enfin, c'est très compliqué dans le sens où moi, déjà, physiologiquement parlant, voilà, ce qui est pas choisi, c'est naturel chez moi, c'est que moi, je suis un très gros dormeur. Donc, ça n'a pas du tout avec l'ultra distance. Voilà, moi, Ouais. en temps normal, si je mets pas de réveil, je peux faire des 9-10 heures toutes les nuits sans aucun problème. Donc, chose que je fais pas, parce qu'avec le travail et la famille, bah, je peux pas le faire. Mais sur une semaine hors compétition, voilà, j'essaye de faire en sorte de dormir 8 heures à 8h30 par nuit, de pas me coucher trop tard, parce que le sommeil, c'est ce qu'il y a de plus réparateur pour le corps. Après, pour en revenir à ta question en compétition, donc, bah, les premières compétitions, non, c'est au doigt mouillé. Après, à force, bah, tu apprends à te connaître. T'apprends à te connaître. Moi, les premiers ultras, c'était très compliqué sur les DK. La première nuit, généralement, je dormais pas du tout. Parce qu'en fait, il y avait je sais pas, une espèce de stress. Et la première nuit, ça m'agaçait parce que j'arrivais pas Ok. du tout à dormir et le fait de ne pas dormir la première nuit, donc du coup la deuxième nuit, bah, j'arrivais à tomber et à commencer à trouver un bon cycle de sommeil. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, mon cycle en fait, c'est que je dors à peu près. Alors il y a un cycle, la natation, si on regarde le détail Ironman, natation, c'est 24 heures d'affilée, donc là il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de sieste, rien du tout, c'est Ah on y ouais, va ok. 24 heures comme un bourrin. Je fais des pauses tous les 5 kilomètres, pause liquide, solide. Et tu manges, t'y retournes, tu dors pas. Non, la natation, c'est 24 heures Ok. non-stop. Ça, il y a pas de sommeil, il n'y a rien de tout ça. Quand je finis la natation, après 24 heures de natation, généralement, j'enchaîne directement le vélo. Alors que tout dépend, parfois, il y a les 38 kilomètres de nage qui commencent le matin, parfois ça commence l'après-midi, donc tout dépend à quelle heure ça va se terminer. Mais le but après, c'est de prendre le vélo et on roule le plus longtemps possible avant de s'endormir. C'est-à-dire que moi, quand je vais me coucher, la première véritable nuit que je fais, c'est quand je commence vraiment à piquer du nez sur le vélo. Le but, c'est de m'assurer que je suis vraiment
que j'ai atteint le sommet de ma fatigue pour vraiment m'endormir tout de suite. Et dès la première nuit, c'est à peu près 3 heures de sommeil. Donc la partie vélo, ça va être 3 heures de sommeil toutes les nuits. Ça peut commencer à coucher à 21h, 21h, 23h, Et 21h tu manges minuit. avant ou après? Ah, moi, je fais toujours mes repas matin, midi et soir. Et entre chaque repas, c'est des petites collations, selon si j'ai faim ou pas. Et Ok. après, la journée, il va y avoir, ou pas, mais généralement, il y a au moins une sieste de 20 minutes, 20-30 minutes. Alors, ce qui est paradoxal, ce qui est marrant dans mon sommeil, c'est que la nuit, alors, faut que je mette au moins 3-4 réveils. Parce que même sur 10 jours, ça m'arrive tout le temps dans le louper un. C'est la difficulté de se lever. Mais autant la journée, quand je fais une sieste, et d'ailleurs, je mets même plus de réveil. Parce que je me réveille toujours avant que le réveil sonne la journée. Alors, on va comprendre, ça, je ne sais pas. Donc, à chaque fois, je me fais des siestes de 30 minutes. Et arrivé à 20-25 minutes de sieste, je me réveille, je pète des flammes et j'ai l'impression d'avoir dormi 2 heures et c'est génial. Alors que la nuit, c'est juste horrible de sortir du lit. Il faut parfois 4 réveils. Je sais qu'il me faut à peu près une demi-heure entre le réveil qui sonne et monter sur mon vélo. Il me faut 30 minutes à peu près. C'est juste horrible. Et il y a la partie ensuite course à pied. Course à pied, j'ai besoin de dormir beaucoup moins parce qu'en fait, la partie vélo, ben, il y a beaucoup plus de lassitude. On est sur le vélo, on n'est pas toujours obligé de pédaler si on est un peu en descente, tout ça. Donc, il y a une certaine lassitude à vélo où on s'endort beaucoup plus Ouais, facilement. ouais, Il faut carrément. savoir qu'à vélo, on s'endort de la même manière que quand on est fatigué et qu'on conduit Mm. depuis longtemps. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de m'endormir à vélo et ça fait bizarre. Et alors qu'en course à pied, comme on est toujours en mouvement, comme il y a toujours des chocs, on s'endort beaucoup moins facilement et j'ai besoin de moins dormir. C'est-à-dire qu'en course à pied, je vais pouvoir réduire la nuit mon temps de sommeil d'1 heure. Donc généralement, je vais dormir 2 heures la nuit et la journée, selon la chaleur, selon plein de choses, je vais faire une à deux siestes de 20-30 minutes la journée. C'est mon rythme sur DK Ironman. Enfin, sur DK, double, triple DK, c'est mon rythme quand je suis vraiment dans l'endurance totale. Ouais, c'est impressionnant. Bah, tu vois, ouais, tu disais que tu faisais ça c'est de manière empirique, quoi. Tu as vu un peu de quoi tu avais besoin et tu cales les choses comme ça. Mais ça correspond effectivement, les deux grandes tendances, en tout cas à faire, c'est des siestes en 20-30 minutes, pas plus. Sieste flash. Bon, flash, ça peut faire 5 minutes, mais quand on est dans des efforts comme ça, 30 minutes, c'est très très court. Desquels on peut sortir très très vite et tout seul. Donc c'est exactement ce qui t'arrive. Et sinon, des siestes de soit des cycles d'1h30. En fait. On dit c'est soit tu dors 1h30, soit 3, soit 4h30. Bon, après, soit 6 heures, hein, mais pour faire des cycles à peu près complets, respecter un peu le chronotype. Donc, ouais, ouais. Ok. Et après, quand tu as fini tes 10 jours, là, ou tes Ah bah moins, là, tu moins, rentres. mais la semaine Alors, d'après, tu alors, reprends le boulot. ah oui, le lendemain, bah, en Afrique du Sud, moi, je participe très rarement à la cérémonie de fermeture, de clôture de la course. Là, par exemple, bah, j'ai eu une deadline pendant l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que j'ai même eu peur de rater mon avion. Oui, c'est ça, tu On prends ton m'avait avion à l'avance quand même. Ouais, je les prends en avance, mais comme je peux pas rester jusqu'à la cérémonie de fermeture, donc moi je suis obligé de calculer. Déjà, Ouais. faut donc je me rajoute encore un stress quand je prends mon billet d'avion en me disant, bah là, cette course, faut que je la fasse en 10 ou 11 jours maximum, parce que le lendemain, faut que je prenne mon billet d'avion, parce que j'ai mes parents, mes beaux-parents qui partent, et après, bah, faut que je prenne le relais auprès de ma femme et tout ça, et même, il faut que je rentre le plus rapidement possible bah, pour reprendre le chemin du travail. C'est-à-dire que moi, quand je reviens en France, c'est derrière, il n'y a pas une semaine de repos ou tout ça, c'est au travail direct, c'est les enfants direct. À la seconde prise où j'arrive à la maison, je rallume mon ordinateur, travail et tout. Par contre, le soir, c'est les enfants, bah, je les mets à 20h au lit, je vais me coucher avec les Toi, enfants. toi avec. Ouais, ouais, bah oui, tu Ah m'étonnes. oui, c'est ça. Là, par contre, c'est on dort, et après une compétition, c'est moi, je coupe tout. C'est-à-dire, quand je coupe, quand je dis je coupe tout, c'est le sport sort de moi. En fait, moi, j'ai une énorme capacité à mettre le sport sur on-off. Moi, le sport, en fait, on pourrait croire par rapport à toutes les compétitions que je peux faire. L'année dernière, je fais 55 distances Ironman. Moi, le sport, c'est absolument pas une drogue. Moi, si je fais pas 2 semaines sans sport, bah, je fais pas 2 semaines sans sport. C'est que mon esprit, il est ailleurs, quoi. Il est sur le travail, il est sur la famille. Et je me fous de ne pas faire de sport pendant 2 semaines. Moi, ça va pas du tout me manquer parce que je suis tellement occupé par ma famille, par le travail, nos sociétés à gérer, les déplacements,
ou les quelques problèmes que j'ai à gérer, que j'ai pas le temps de me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai pas fait de sport, demain, je me fais de sport, je m'en fous, mais alors royalement. Par contre, voilà, je sais que j'ai des échéances à venir, je sais que chaque échéance, derrière ça, il y a un quota volume horaire à mettre en place. Donc, il faut que je le respecte aussi un minimum. Si j'ai pas le temps de m'entraîner la journée, moi, ça m'arrive d'aller m'entraîner, je vais pas dire la nuit, mais au lieu de regarder la télévision, je vais courir de 22 heures à minuit. Voilà, j'essaye de caser mes entraînements où je peux le mettre. Mais voilà, j'ai cette facilité à mettre le sport on-off. Donc, quand je rentre, là, tu vois, j'ai fini le DK il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, j'ai toujours pas repris le sport. Mais quand je dis que j'ai pas repris le sport, c'est que j'ai même pas fait une marche, j'ai rien fait Hmm. du tout. C'est le sport. Le corps, je le remercie pour tout ce qu'il m'a fait. Moi, j'ai beaucoup de gratitude envers mon corps, envers tout ce qui m'arrive. Donc, le corps, je le fous la paix au corps. Tu le fous Et au là, je vais repos reprendre complet. voilà, là, je vais reprendre le sport demain ou après-demain, tranquillement, et ça revient vite, parce que voilà, l'ultra-distance, ça fait presque 20 ans que j'en fais, donc j'ai aussi une grosse, enfin, mon corps a une énorme intelligence sur tout ce qui est ultra-distance, entraînement et tout, donc ça revient très très vite. Bah ouais, ouais, mais comme tu dis, c'est ton corps a cette intelligence-là, c'est inné, hein, c'est pas nous qui choisissons. Avec toutes ces années-là, le corps se rappelle de tout ça. Par contre, c'est mentalement où où ça pourrait éventuellement pêcher, où on connaît des centaines d'athlètes qui en témoignent, qui peuvent pas ils ont l'impression que dès qu'ils s'entraînent pas une semaine, ils ont perdu la moitié de leur capacité. Et mentalement, ils y croient. Et ils ont Ouais, besoin d'aller ouais, se réassurer à chaque fois. Donc tu vois, c'est pas gratuit, tu vois, c'est quand même un bénéfice important que tu mets en avant là d'être serein avec cette coupure. Après, c'est peut-être aussi le bénéfice de l'âge, mais après, de l'expérience. j'ai tellement fait un travail énorme sur moi-même pour pouvoir aller encore beaucoup plus loin dans le mental, dans la perception de la vie, du sport. Je vais te dire ce que j'ai fait où j'ai été encore beaucoup plus loin pour enlever toutes les micro-charges mentales que j'avais en moi et qui venaient indirectement me pourrir un peu mes entraînements et mes compétitions alors que je suis pas payé pour ça. Et moi, je veux que l'ultra triathlon, les compétitions que je fasse, ce soit 100% fun et amusant. Et donc, j'ai supprimé tout ce qui venait me polluer. J'ai tellement été loin dans la suppression, tu me crois pas si tu veux, hein, mais j'ai tellement été loin dans la suppression de tout ce qui me polluait que j'ai supprimé la natation de mes entraînements. Ça fait 2 ans que les piscines, enfin, je m'entraîne uniquement en compétition. Oui, ben Je, après, tu t'en fais je nage. 55 à distance Ouais, Ironman dans l'année, t'en as fait des et bornes. l'année dernière, toi, il y a 2 ans, j'avais fini par le Excellent. triple DK Ironman que j'avais remporté en Italie, 114 km de nage, et j'avais repris la compétition par 38 km de nage en Afrique du Sud. La compétition, je la termine fin septembre, je reprends en mars, de septembre en mars, et j'ai pas mis les pieds une seule fois en piscine. Après 5 mois d'arrêt, je reprends par 38 km de nage. Et j'ai même pas fait 50 mètres avant. Et là, cette année, c'était pareil. J'ai fini l'année dernière, fin novembre, par un DK Ironman que j'ai remporté à Taïwan par 38 km de nage. Et j'ai repris cette année par 38 km de nage début mars. Donc pendant 4 mois, j'ai pas fait 25 mètres de natation. Et je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus aligné avec moi. Parce qu'avant, j'avais un stress qui se mettait en moi en me disant, putain, là, je vais avoir un DK Ironman, telle ou telle compétition. J'ai été nager que 3, 4 fois en piscine. C'est pas sérieux, c'est nul, Ouais, ceci, cela. Et au final, pour gagner quoi? Pour gagner 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure? ouais, En sur 10 jours, fait, ouais. en fait, tout ça, je les ai mis à profit en course à pied, à vélo, là où je gagne vraiment beaucoup plus Excellent. de temps. Je me sens 10 fois plus épanoui. J'ai enlevé. Alors, moi, pour rien au monde, j'enlèverai la natation des compétitions parce que c'est ce qui permet aussi de rentrer peut-être dans un état de fatigue ou de commencer le vélo avec chacun des hauts, des bas. Donc, c'est une superbe jauge avant de commencer une autre échéance. Mais j'aime pas m'entraîner. Et alors, je ne dis pas que je leur prendrai pas des cours de natation et je leur ferai pas régulièrement de la natation à l'avenir. Mais quand tu as un planning qui est chargé entre la famille, le travail et plein d'autres choses, je préfère m'entraîner à fond sur 2 disciplines et c'est déjà très très dur que négliger 3 disciplines. Voilà, mais encore une fois, ça, je l'ai analysé chez moi. Hmm. C'est pas forcément quelque chose que les autres vont pouvoir mettre Ouais, tu à peux leur. pas dupliquer ce qui Ouais, fonctionne pour toi, ça quoi. à chacun d'analyser Hein. sa vie, ses points faibles. Et moi, je l'ai analysé et c'est comme ça. Moi, ça me convient. Ça me convient comme ça. Et depuis que j'ai fait ce choix-là, qu'est-ce que je me sens? Je me suis libéré d'un poids énorme, d'une frustration.
Voilà, je m'auto-sabotais certaines choses, je me faisais du mal tout seul alors que j'ai rien à gagner. Et depuis que j'ai supprimé ça, mais voilà, c'est une charge en moins. Ouais, écoute, et c'est franchement marrant, c'est franchement excellent. Merci, merci pour ce témoignage. J'arrête mes questions là parce qu'on est arrivé, j'avais promis et on est arrivé à l'heure. Donc merci, merci beaucoup Goulven d'avoir partagé ta passion du sport, ta passion pour ouais, je peux dire le développement personnel là au sens propre et dur du terme parce que on est en plein dedans. Merci de nous avoir fait connaître aussi cette discipline complètement surréaliste que tu pratiques et dans laquelle tu es si bon. Donc merci, merci pour tout. Merci à toi, Pierre, de m'avoir invité sur ton podcast et au plaisir. Au plaisir. D'ailleurs, le plaisir d'une prochaine course, c'est quand pour toi? La suite? Alors, bah, comme pour l'Afrique du Sud, la prochaine officielle, donc la deuxième manche de la Coupe du Monde Triathlon, ça commence le 1er mai au Brésil. Là, cette fois-ci, c'est un double DK Ironman, donc 76 km de nage, 3100 km Hmm. de vélo et 20 marathons d'affilée. Léger. À ce jour, je sais pas. Voilà, à ce jour, je suis en négociation avec ma femme, avec mes deux compagnes. Tu es en pleine logistique, négociation logistique. Pas du tout. Là, pour l'instant, c'est plus mort qu'autre chose. Pour la première fois depuis 2022, non, je risque de rater une épreuve de la Coupe du Monde ultra triathlon. Non pas par blessure et tout, mais c'est pas sûrement par logistique. Il reste encore des petites solutions qu'on va essayer de trouver pour que je puisse y aller. Mais si je peux pas y aller, bah, je peux pas y aller. Et après, la prochaine pour moi, ce sera en France, cette fois-ci pour la troisième manche de la Coupe du Monde. Ce sera un quintuple Ironman à Colmar en France. Impeccable. Bah écoute, encore merci, merci pour ton temps, merci pour ton partage et je te souhaite le meilleur pour la suite. Salut Goulven. Ok, ça marche. Au plaisir. Bye. Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.